Donc Axel Kahn, c'est à la fois un scientifique et un médecin, généticien, mais aussi un essayiste. Axel Kahn est aussi très connu du grand public pour ses actions de vulgarisation scientifique et ses prises de position sur des questions éthiques et philosophiques, ayant trait à la médecine et aux biotechnologies, notamment le clonage et les OGM, en particulier dans le cadre de son travail au sein du Comité consultatif national d'éthique, Michel vient d'en parler, et il intervient également très régulièrement dans le débat public sur ces questions. Je suis donc très heureuse de l'accueillir aujourd'hui pour ce workshop sur l'éthique et je voudrais remercier Nicolas d'avoir pris cette initiative. J'ai proposé d'intituler donc mon exposé « Éthique et humanité du corps malade ». Terme un peu singulier, mais je vais en expliciter les différentes dimensions. Tout d'abord, parce que vous n'êtes pas forcément familier avec cela, et puis de toute façon, il y a toujours discussion, je voudrais en quelques mots rappeler ce dont on parle en règle générale quand on parle d'éthique. Je suis à peu près au courant, ça doit faire 30 ans que je n'ai cessé d'être et de présider en général des comités d'éthique. Actuellement, je préside le comité d'éthique de l'INRA, IFREMER, CIRAD, celui éthique et cancer, etc. Et je n'ai jamais cessé. Donc, depuis 30 ans que je m'intéresse aux problèmes d'éthique, l'éthique correspond, je vais expliciter cette formulation, à l'interrogation sur ce qu'est la vie bonne, c'est-à-dire l'action correcte, avec l'obligation de spécifier les valeurs qui la fondent. Précisons un peu. Lorsque l'on doit agir, car l'éthique est une morale de l'action, citation Aristote, lorsque l'on doit agir, on prend en compte la nécessité, l'intérêt, mais aussi ce qui convient, ce qu'il convient de faire, ce qu'est l'action correcte, ce qu'est l'action bonne. Lorsque cette action agit, c'est ce dont nous allons parler, sur l'homme sain ou malade, l'homme malade pour ce dont je vais parler, la question qui se pose est: cette action que je me propose de mener est-elle bien compatible avec le respect que je dois à cette personne? L'éthique, d'une certaine manière, l'éthique en particulier dans le domaine de la santé, de la recherche biomédicale, rejoint par beaucoup d'aspects l'interrogation sur les droits de l'homme ou, pour le dire autrement, l'interrogation consistant à se demander si ce que je me propose de faire est bien compatible avec le respect de l'humanité qui est investi en cette personne et en son corps. C'est la raison pour laquelle je vous ai proposé ce titre de l'éthique et l'humanité du corps malade. Une première question qui se pose quand on discute de l'éthique est de savoir si on a raison d'en discuter. En d'autres termes, s'il s'agit véritablement d'une morale de l'action, sachant que dans un pays pluriel où l'on se réfère, suivant les individus, au ciel, et souvent quand on s'y réfère de différentes manières, ou alors on ne s'y réfère pas, et quand on ne s'y réfère pas, on ne s'y réfère pas non plus toujours de la même manière. Donc dans une société plurielle, est-ce qu'il est possible de déterminer ce qu'est l'action bonne en regard de valeurs partagées? Quelles sont ces valeurs? Car l'éthique n'est jamais à tirer à pile ou face ce qu'il convient de faire, c'est de faire une proposition et ensuite d'être capable de dire au nom de quels principes on privilégie cette proposition. En réalité, je propose qu'il est relativement facile de retrouver les principes qui fondent la totalité de la réflexion éthique. Ces principes découlent des conditions dans lesquelles peut émerger une humanité épanouie, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles une femme ou un homme
peut profiter pleinement des potentialités qu'il a en vertu de son humanité. On connaît ces conditions. C'est effectivement le thème de mon dernier livre, Être humain pleinement. Ces conditions et que ces potentialités biologiques trouvent à se développer au sein d'une communauté humaine. Les enfants sauvages, il y en a de nombreux exemples, j'en donne un exemple dans le bouquin que je viens d'écrire. Les enfants sauvages, en ayant un génome parfait, correct, ne peuvent épanouir leur psychisme humain, leur aptitude à conceptualiser. Cela veut dire qu'au minimum, et pour le dire autrement, l'humanité se construit au minimum lorsqu'il existe deux personnes qui embrasent l'une l'autre leur humanité réciproque. Il en va, c'est souvent une image que je propose, de l'humanité comme il en va de bûches rougeoyantes lorsqu'elles sont éloignées dans l'âtre. Pour qu'elles s'embrasent, il faut les rapprocher. Il faut qu'elles s'embrasent l'une l'autre. Ainsi en va-t-il également de l'humanité. Cela veut dire qu'au centre de l'humanité, il y a la question de l'altérité, de la valeur de l'autre. Si je suis embrasé par l'autre que j'embrase en contrepartie, il s'ensuit que, sans doute, les valeurs dont je me réclame, il est justifié à s'en réclamer. Grâce à l'autre, j'ai une idée de mon autonomie, de ma liberté. Le respect de la sienne va de soi. Si j'ai besoin qu'il m'aide, j'aimerais qu'il le fît. Et s'il a besoin de moi, il faudrait que je l'aide. Principe de bienveillance, principe d'autonomie, principe de bienveillance. Je n'aimerais point qu'il me fît du mal et je n'ai pas à lui en faire. Principe de non-malveillance. Enfin, s'il y a entre nous un principe profond de réciprocité, puisque nous nous sommes construits l'un l'autre, il s'ensuit qu'il ne peut se concevoir que l'un d'entre nous ait tout alors que l'autre n'aurait rien. Principe de justice. Les conditions dans lesquelles une humanité biologique peut aboutir à une humanité psychologique épanouie permettent de retrouver ce que sont les bases classiques de la pensée éthique, principe d'autonomie, principe de bienveillance, principe de non-malveillance et principe de justice. Dans le domaine de la médecine, des essais cliniques, de la biologie humaine, une question se pose qui est extrêmement intéressante et j'y reviendrai à propos des possibilités thérapeutiques à l'interface entre l'homme et la machine tout à l'heure, qui est celle des relations entre la personne et le corps. Il faut bien avoir cela en tête pour avancer dans la résolution des dilemmes éthiques. Pour quelle raison utilisais-je le terme de dilemme? C'est que dans le domaine de l'éthique, la forme habituelle sous laquelle se pose un problème éthique est la forme du dilemme. Par exemple, ce sont des cas classiques. La fin de vie, éviter la souffrance, bien évidemment, ne pas se résoudre à une déchéance, et donc donner droit à la revendication à mourir dans la dignité, une proposition, mais également considérer que personne ne peut décider de la dignité d'une personne plus qu'elle-même. En réalité, la dignité n'est pas une notion hétéronome qui viendrait de l'extérieur, c'est une notion qui est profondément interne à chaque individu, et cela amène à une autre proposition. De la même manière, si l'on parle de l'embryon, l'on peut défendre l'idée selon laquelle il existe des embryons qui ne seront jamais des personnes et que les utiliser pour la recherche, évidemment, semble au contraire manifester une forme de solidarité envers les personnes. Et puis, on peut avancer qu'il n'empêche que cet embryon, s'il se développe, deviendra une personne infiniment respectable et qu'on ne peut pas le considérer jamais comme simplement une chose expérimentale, etc., etc. Un domaine éthique
une question éthique, c'est une question à laquelle on peut apporter des réponses relativement rationnelles et pourtant totalement opposées. Or, comme il n'est pas éthique de rester l'arme à la bretelle, l'éthique est une morale de l'action, il faut décider ce qu'il convient de faire, alors il faut choisir la meilleure ou la moins mauvaise solution. Mais non simplement choisir, indiquer au nom de quoi on a choisi cela. Le corps et la personne. La meilleure manière de définir cela est de débuter par la conclusion. La personne n'est jamais réductible à son corps. Le corps est partie intégrante de la personne. Cela signifie que je puis avoir une humanité entière et que ma personne n'est en rien entamée. Elle est d'ailleurs inentamable. Lorsqu'après un accident, l'on m'a coupé une jambe, deux jambes, un bras, deux bras, que je suis aveugle et sourd, je reste cette personne dont la dignité ne saurait être altérée. En revanche, si l'on me mutile de l'extérieur, de quelque manière que ce soit, attentant à mon corps, il est parfaitement évident que l'on attente à ma personne. Relation extrêmement importante. Jamais on ne peut considérer l'un sans l'autre. Ces prolégomènes étant posés, voyons maintenant la question particulière de la médecine par rapport à l'éthique. D'une certaine manière, il peut considérer être singulier qu'il se pose des questions éthiques dans le domaine de la médecine, parce que, après tout, y a-t-il une manière plus évidente de manifester le respect que l'on a envers une personne que de transformer une personne qui n'est pas en pleine possession de son autonomie du fait du handicap et du fait de la maladie en personne corrigée ou en personne guérie? L'objet de la médecine en soi, l'objet de la recherche médicale, est éminemment éthique. Et pourtant, nous le savons bien, l'histoire de la médecine est pleine de scandales en regard des règles éthiques. Cela pose une difficulté. Et si nous nous proposons d'éviter de retomber dans ces erreurs, dans ces errements dans l'avenir, il faut que nous soyons capables de détecter s'il y a eu un ressort, un mécanisme commun aux dérives éthiques dans le domaine de la médecine et de la recherche médicale. C'est ce que je me propose de faire avec vous. Les exemples pourraient être extrêmement nombreux, donc je n'en prendrai que quelques-uns. Le premier est fameux. C'est celui de Louis Pasteur, le grand Louis Pasteur. C'est incontestablement un bienfaiteur de l'humanité, sans doute l'un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité quand on voit les conséquences du pasteurisme dans le domaine médical. Et pourtant, lui aussi a eu des comportements profondément inéthiques. Avant qu'il puisse tester son vaccin antirabique sur le petit Joseph Meister, le petit berger alsacien, lorrain, il menait ses recherches et donc il prenait des moelles dessiquées d'animaux infectés par la rage. Il essayait de les atténuer et ces extraits, d'abord de chiens et puis transmis aux lapins, et ces moelles dessiquées de lapins, il les injectait à des singes
qui, pendant des années, mouraient régulièrement de la rage. L'atténuation n'était pas suffisante. Si bien que, désespéré, Louis Pasteur a écrit à l'empereur Pierre II du Brésil, qui était un positiviste et un francophile affirmé, et qui vouait une admiration justifiée à Claude Bernard, à Louis Pasteur, aux autres. Pasteur lui dit « Sire, si j'étais empereur ou roi ou président de la République, je sais bien ce que je ferais. Avant de livrer les condamnés à mort aux bourreaux, je leur proposerais un marché. Soit laisser la justice poursuivre son œuvre, soit alors me prêter à des expériences dont le but serait de mettre au point une méthode préventive de l'horrible maladie rabique. Au début de notre siècle, un des principaux élèves de Louis Pasteur évoque au Collège de France cet épisode. Bien entendu, en regard des règles qui sont les nôtres aujourd'hui, il s'agissait d'une proposition infâme. Pour toutes les raisons du monde. D'abord parce que quelle est la liberté d'une personne qui sait que si elle dit non, on va la pendre ou lui couper la tête ou la fusiller, que sais-je. Évidemment, jamais une personne n'est libre dans ces conditions-là. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, compte tenu de ce que savait Louis Pasteur, il y avait de fortes chances que la plupart de ces condamnés à mort, injectés avec ces préparations qui contaminaient les singes, soient contaminés eux aussi et meurent dans des souffrances atroces de la rage. À ce titre, il vaut bien mieux qu'on vous coupe la tête d'un seul coup plutôt que de se voir inoculer la rage. C'était véritablement une proposition infâme. Charles Nicolle met cela sur le compte, c'est son expression, de ce délire sacré que la passion inspire au génie. Et il ajoute dans son cas, la conscience du savant l'avait emporté sur la conscience de l'homme. Voilà, on a identifié une première icône corruptrice de l'éthique médicale. La passion, le délire sacré que la passion inspire, pas simplement au génie en l'occurrence, peut inspirer. Une autre situation très douloureuse se passe aux États-Unis. Dans les années 20, on décide de faire une étude longitudinale de l'évolution de la syphilis chez des ouvriers agricoles noirs d'un comté pauvre de l'Alabama, je crois, mais régulièrement je me trompe d'État, à Tuskegee. Donc on sélectionne une centaine d'hommes jeunes qui ont un chancre syphilitique et on se met à leur proposer des soins primaires et à les suivre toute leur vie. Donc on voit le chancre syphilitique, il guérit, des fois il y a une syphilis secondaire, une roséole, et puis après, voilà, souvent tout s'arrête. Et puis naturellement, nous le savons, il y a un risque non négligeable d'apparition d'une syphilis tertiaire qui, elle, est très grave, qui est l'anévrisme de l'aorte, le tabès, la paralysie générale et souvent mortelle. Cette expérience, cette étude longitudinale tout à fait légitime se poursuit, sauf que, évidemment, en 1942, la pénicilline est disponible. Et qu'une injection de pénicilline aurait guéri cette cohorte, mais aussi arrêté l'étude. Aucun membre de la cohorte n'est traité. Aucun. Le président Clinton présentera les excuses du peuple américain à la communauté noire pour cette affaire-là qui a profondément marqué le peuple américain, profondément. Il y a un point commun entre l'expérience de Pasteur et l'expérience de Tuskegee. C'est que, évidemment,
la vie des condamnés à mort, elle n'était pas très prometteuse, car on devait leur couper la tête. La vie des Noirs ouvriers agricoles pauvres était peut-être prometteuse, mais elle ne pouvait être comparée à la dignité, à la qualité, à la magnificence de la vie d'un riche planteur blanc. Sous considération de l'objet de l'expérience, quant à ses perspectives de vie, ou alors quant à sa qualité intrinsèque. Idée selon laquelle ce risque-là vaut d'être pris pour parvenir à sauver une vie de qualité supérieure. Élément extrêmement important que l'on retrouve dans presque tous les cas, je pourrais vous en citer 20 ou 30. Et puis, la quatrième icône corruptrice, évidemment, nous l'avons tous en tête, et elle est magnifiquement illustrée par l'affaire du Vioxx. Les laboratoires Merck mettent au point ce médicament extrêmement logique, inhibiteur de la cyclooxygénase 2. Vu que la cyclooxygénase 2 est spécifiquement celle dont les médiateurs vont être responsables de la fièvre de la douleur. L'aspirine inhibe bien les cyclooxygénases, mais également la cyclooxygénase 1, et c'est la raison pour laquelle cela provoque des saignements, des inhibitions de l'agrégation plaquettaire, etc., etc. Donc, d'un point de vue purement scientifique, faire des inhibiteurs spécifiques de la cyclo 2 était éminemment logique. On commence les expériences. Les essais de classe 1, les essais de classe 2, les essais de classe 3. Et le produit marche bien. En réalité, il ne marche pas tellement mieux que l'aspirine, mais enfin, il rapporte beaucoup plus de toute façon. Et il marche bien. Donc, il est mis sur le marché. Et puis, vous savez, il y a ce qu'on appelle la veille pharmacologique, un essai de classe 4, quoi. On suit pendant quelque temps les effets. Rapidement, le produit est un blockbuster. Et une année ou 2 années après sa mise sur le marché, on atteint, rien que pour ce produit-là, cette classe-là, on atteint 3 milliards de dollars par an de vente. Blockbuster. Quand on regarde comment ça se passe après 2 ans d'utilisation du produit, il n'y a pas de problème. Et puis, on ne comprend pas du tout pourquoi, après 2 ans et demi, jusqu'à 2 ans et demi, ça va encore, mais après 2 ans et demi, on voit des phénomènes singuliers. Des anomalies cardiaques, des anomalies valvulaires, des insuffisances cardiaques. Pour avoir l'homologation définitive, Merck donne à la FDA américaine un dossier qui s'arrête à 2 ans et demi. Il ne communique strictement aucun des résultats postérieurs. Il y aura, on ne sait pas, mais on pense qu'il y a eu 50 000 morts. Le Vioxx a dû provoquer 50 000 morts à travers le monde. L'icône corruptrice, ici, nous la connaissons tous, c'est l'argent. Voilà. Alors, nous avons un peu avancé. Oui, normalement, l'objet de la médecine est un objet éminemment éthique. Il y a peu d'activités dont le dessin soit aussi clairement éthique que la médecine. Cela étant dit, il existe des mécanismes psychologiques ou d'intérêt qui font que des dérives sont possibles, et elles sont d'autant plus possibles que l'on sait très bien qu'elles se sont produites. Et parfois, elles se sont produites sur une échelle extrêmement importante. On retrouve tous ces mécanismes-là dans, en particulier, les abominations des expérimentations nazies ou japonaises. Lorsque les nazis font des choses totalement abominables sur des tziganes, sur des juifs, etc., clairement, il s'agit d'une
déconsidération totale de la qualité humaine de l'objet de l'expérience et évidemment la considération que si cela permet de mettre au point de nouvelles méthodes dont pourront bénéficier les soldats ariens sur le champ de bataille en danger de mort, évidemment, il faut les mener. C'est cette gravité d'enfreinte aux règles éthiques qui amène le tribunal de Nuremberg, après qu'il a condamné les médecins assassins, certains à mort et d'autres à des peines extrêmement lourdes, c'est ce qui l'amène à promulguer les lois de Nuremberg en 1947, en décembre 1947, en décembre 1946 en l'occurrence. Ces règles de Nuremberg fondent la pensée éthique moderne. Compte tenu de cette compréhension des mécanismes qui ont amené, pas simplement les nazis dans le monde entier, qui ont amené à ces enfreintes aux règles éthiques, c'est-à-dire à ce que la conscience de l'expérimentateur, la conscience du savant, la conscience du financier l'emporte sur la conscience de l'homme, alors il fallait à tout prix que tous les essais sur l'homme obéissent à des règles. La première règle, autonomie, c'est la règle du consentement, libre, express et éclairé. La deuxième règle, référence au principe de bienveillance, c'est que l'on ait suffisamment d'éléments en faveur de l'efficacité probable de l'essai quand il s'agit d'un essai thérapeutique. D'autre part, règle de non-malveillance, que l'on ait vérifié autant que faire se peut sur les modèles les plus pertinents, y compris d'ailleurs les modèles animaux, ce qui pose une autre discussion éthique sur l'utilisation de l'animal. Que l'on ait donc des arguments suffisants quant à l'innocuité maximale de cette méthode pour minimiser réellement les risques, et in fine, de toute façon, que l'on établisse que l'équilibre entre le risque pris et la gravité de la maladie à laquelle on veut s'opposer justifie ce risque. Voilà ce qu'est l'esprit des règles de Nuremberg, qui se retrouve dans la totalité des déclarations ultérieures de l'Organisation mondiale de la santé, déclaration d'Helsinki, etc. Et ce sont les références principales des discussions de tous les comités d'éthique. Après cet abord théorique, je voudrais que nous nous interrogions sur certaines situations en médecine. Dans les règles établies par le tribunal de Nuremberg en décembre 1946, l'une d'entre elles indique que si jamais un risque soit pris, il soit aussi limité que possible, et qu'en plus il soit justifié par le but poursuivi, que le jeu en vale la chandelle. On peut utiliser cet élément pour discuter de ce que nous appelons l'acharnement thérapeutique et pour essayer de préciser quelle est, en médecine, en règle générale, la finalité des soins. À quoi ça sert de soigner quelqu'un? Jusqu'à quand des soins sont-ils justifiés? Des soins sont justifiés quand il s'agit des soins d'une personne, des soins sur le corps d'une personne, de telle sorte que la personne puisse en bénéficier. C'est bien de cela qu'il s'agit. Quand une personne peut-elle bénéficier des soins? Une personne peut bénéficier des soins dès lors que, dans le cadre d'une vie relationnelle, elle peut se satisfaire de ce que ces soins lui permettent d'obtenir. Si on définit la finalité des soins comme cela,
faire en sorte de préserver ou de rétablir la vie relationnelle d'une personne, condition sine qua non, pour que cette personne soit capable elle-même de s'en féliciter, l'on voit très bien qu'il y a des soins qui deviennent totalement illégitimes. Lorsque il apparaît, souvent c'est difficile, mais en tout cas cela peut être posé. Lorsqu'il apparaît que l'on ne pourra pas parvenir au rétablissement de cette vie relationnelle, réellement, alors les soins perdent toute légitimité. Et les prolonger permet de les faire tomber dans la catégorie de l'acharnement thérapeutique, des soins sans finalité. Dans le domaine, notamment dans le domaine des neurosciences, dans le domaine qui est le nôtre, en rapport avec l'éthique, une question extrêmement angoissante, insuffisamment posée, est soulevée aujourd'hui, qui est la question de la profonde similitude des méthodes qui vont permettre de soulager une maladie, une souffrance, de libérer d'une contrainte une personne malade, ou alors de l'assujettir, ou alors d'enfreindre très gravement sa liberté. On sait très bien que c'est le cas. On sait très bien que, aujourd'hui, on le voit très bien avec la méthode de stimulation intermittente profonde pour les maladies de Parkinson. C'est une méthode qui est tout à fait fantastique, tout à fait merveilleuse, dans certains cas qui ne peuvent, enfin merveilleuse, oui, lorsque vraiment la L-Dopa et les autres méthodes ont perdu toute efficacité, on obtient encore, ce faisant, ici notamment dans cet hôpital, des résultats très, très remarquables. Mais on connaît tous les quelques accidents que l'on a vus. Ces accidents liés à un positionnement anormal des électrodes qui ont amené à observer des situations particulières. L'une d'entre elles, la mieux décrite, mais il y en a à peu près une dizaine dans le monde, l'une d'entre elles, la mieux décrite, était cette jeune femme parkinsonienne. Lorsque l'on mettait la stimulation intermittente, se passait un phénomène extrêmement singulier. Son visage se décomposait. Une impression de terreur intense se dessinait sur son visage. Elle se mettait à trembler de tous ses membres. Elle se mettait à pleurer, pris dans une vague abominable de crainte, de terreur, de dépression, d'angoisse, insupportable. Dans le monde, il y a eu 2 ou 3 cas de suicide dans cette situation-là. Donc nous n'avons pas de doute que si on le cherchait, il serait possible totalement d'assujettir les sentiments et l'humeur des personnes, notamment par des stimulations électriques, mais aussi par bien d'autres moyens. Mais dans le cas de la maladie de Parkinson, ce que l'on cherche, ou bien dans le cas où l'on utilise, on commence à le faire, vous le savez, où l'on utilise cette méthode pour des troubles obsessionnels compulsifs, alors là, ce que l'on cherche, c'est à libérer une personne. Mais la méthode est profondément la même. Profondément la même. Et par conséquent, la question de l'éthique, dans cette situation-là, ne peut pas porter uniquement sur la légitimité d'une méthode. Elle ne peut que porter sur le contrôle de son utilisation, sur sa finalité, sur les limites de sa finalité. Avant de finir par les cyborgs, je vous ai promis, je vais vous raconter une histoire vraie. Ça fait, je crois, 5 ans à peu près. Je suis invité à la porte de Versailles par une équipe de collègues neurochirurgiens qui travaillent pour les systèmes d'armement avancés. Ils m'ont demandé une consultation éthique. Alors moi, quand on me demande une consultation éthique, vu que je fais ça depuis presque que je suis tout gamin au petit Pressigny, j'exagère un peu, je refuse pas, quoi. Donc j'y vais.
je commence à leur dire, écoutez, d'abord, il faut qu'on s'entende bien. Je ne suis pas naïf, il ne faut pas croire. Vous travaillez dans un monde dont le but est de développer des armes. Il n'y a jamais de valeur éthique dans le fait de développer des armes plus efficaces qui tuent plus efficacement l'ennemi. Ça peut être un intérêt stratégique. Cet intérêt stratégique, il peut être légitime compte tenu de la dureté du monde. Mais intrinsèquement, vous ne pouvez pas me demander une estampille éthique sur ce projet-là. Très bien, on ne vous demande pas ça, Monsieur Kahn. La question était la suivante. S'il y a des neurologues parmi vous, il doit y en avoir, j'imagine, vous savez que parmi les découvertes en neurosciences des 15-20 dernières années, l'une de celles qui est le plus étrange et le plus perturbante, c'est que l'on arrive, par des méthodes électriques en particulier, à détecter au niveau du cerveau, du cortex, les premiers signaux de ce que l'on va ressentir ou de ce que l'on va faire avant que la personne qui le ressentira ou le fera en ait conscience. Il y a un délai de 150 à 300 millisecondes. Cela pose des questions philosophiques absolument passionnantes sur la liberté, le libre arbitre, mais je n'ai pas le temps de traiter de ces questions. Plus prosaïquement pour les militaires, pas simplement mes bons collègues des systèmes d'armement avancés, parce que c'est très travaillé dans les pays de technologie développée, aux États-Unis, mais pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que tous les gens font cela. La question est la suivante. Avec les systèmes d'armement les plus modernes, c'est le premier qui tire qui a gagné. Si c'est le premier qui tire, c'est-à-dire le premier qui actionne le système d'armement, qui prend donc un avantage décisif sur l'adversaire, est-ce que l'on ne peut pas faire l'économie de ce délai de 150 à 250-300 millisecondes et faire en sorte que le système d'armement soit actionné par le signal électrique et non pas par la conscience qu'a la personne qu'elle doit l'actionner. On travaille là-dessus, je vous promets. Hein. C'est réel. Alors j'aurais dit, écoutez mes chers collègues, je vous ai dit que je n'étais pas naïf, et ma foi, compte tenu des méchants gens qui nous entourent, du terrorisme, etc., je conçois bien qu'il faut développer des systèmes d'armement pour se défendre. On a des ennemis, et voilà, le monde, il n'est pas bon. Bon, maintenant, même quand je vois le soldat est une personne. L'humanité du soldat, elle est évidemment entière. Il la vit douloureusement, courageusement, héroïquement, peu importe. L'humanité du soldat, elle est entière. Et cette humanité, elle tient parfois, c'est fragile, dans la possibilité qu'il a de ne pas tirer, de ne pas embrocher, de ne pas appuyer sur le bouton. C'est-à-dire dans la possibilité qu'il a de se demander ce qu'il convient de faire. Si vous enlevez au soldat cette possibilité-là de s'interroger sur la qualité de son action, simplement, évidemment, vous niez totalement son humanité. Vous le déshumanisez totalement. Il n'est plus un soldat humain. Les choses sont parfaitement claires. Alors, je ne sais pas si pour cette raison, ils se sont arrêtés de faire des recherches dans ce domaine, mais en tout cas, tel a été mon propos. Maintenant, c'est un très bon passage au dernier point que je vais aborder, qui est celui de l'interface homme-machine. Dans le domaine de l'éthique, parfois, des gens qui ont trop peu réfléchi ont l'impression que le danger est lié, serait parallèle au degré d'artificialisation de la vie. L'artificialisation de la vie serait en elle-même un facteur de danger important. Est-ce si évident que cela? Prenons un exemple. J'espère que dans quelques semaines, la ville de Mossoul va finir par être
totalement récupéré, mais la bataille est terrible. Il y a des pièges, des mines partout, des drones qui lâchent des grenades. Donc, imaginons que un véhicule militaire saute sur une mine ou est atteint par un projectile d'un drone, et que le conducteur et d'autres personnes sont très très gravement atteintes, et le conducteur en particulier a les 4 membres déchiquetés, il faut les lui couper. Il perd les 2 yeux, il a les rétines, la cornée, la rétine totalement brûlée, il perd l'usage des oreilles. Il a en plus un traumatisme cardiaque important, un traumatisme thoracique avec un traumatisme cardiaque. Comme on a fait des progrès, même par rapport à ce qui existe aujourd'hui, on réussit à le récupérer, il est sous circulation extracorporelle, en survie. Mais comme on a fait beaucoup de progrès, on va lui implanter 4 prothèses finement articulées par des interfaces homme-machine en fonction de la volonté, de telle sorte que du fait des progrès de la robotique, il arrive à réacquérir la dextérité qu'il avait à peu près de ses mains. On implante au niveau de ses orbites des dispositifs photosensibles qui transforment les images en signaux électriques que l'on connecte à ce qui reste de nerfs optiques, voire même s'il ne reste rien, directement au niveau des lobes occipitaux. Il remarche, il redessine, réécrit, remodèle, il revoit, il réentend, et les prothèses cardiaques qui ne sont pas vraiment au point encore aujourd'hui ont fait énormément de progrès, et cette fois-ci ça marche, il a une prothèse cardiaque. Donc, j'ai un cyborg à l'état pur. Ses 4 membres sont prothétiques, ses yeux sont prothétiques, son cœur est prothétique. Est-ce qu'on est alors dans le domaine du transhumanisme? Est-ce que cette artificialisation de la vie humaine, c'est l'abomination qu'il faut éviter à tout prix? La réponse est non, à l'évidence. Où réside-t-il le plus d'humanité? Dans l'homme-tronc aveugle sous CEC, ou bien dans cette personne qui a 4 membres artificiels, un cœur artificiel, des yeux artificiels, mais qui désire, qui peut aimer, qui veut, qui fait, qui se réjouit, qui déplore? Bien évidemment, c'est dans ce cyborg homme réparé. Je me refuse totalement, par conséquent, quand on aborde la question de l'artificialisation de la vie humaine, à poser que le danger résiderait en soi dans le degré de l'artificialisation. Parfois, l'on se retrouve avec comme objectif, malgré les difficultés, dans ces situations extrêmes, malgré tout, l'humanité. L'humanité de cet homme ainsi réparé. Tout autre est la question, et c'est là que réside en réalité la question autour du transhumanisme, qui est un problème extrêmement important compte tenu de l'ampleur des intérêts et des moyens financiers investis. Avant tout, évidemment, par la firme Google, mais par bien d'autres, mais des milliards de dollars. Lorsque ce soldat malheureux, homme-tronc, aveugle, sourd et insuffisant cardiaque, que j'ai guéri et que j'ai transformé en ce cyborg vibrant d'humanité, je l'ai réparé. Mais l'on sait très bien qu'on peut imaginer aussi créer des individus qui surpassent de loin les performances des autres sur tel ou tel point physique, peut-être demain, psychique, intellectuel et psychologique. L'homme augmenté, non pas l'homme réparé, mais l'homme augmenté. Ici, sans rentrer dans le détail, sans discuter de ce qu'il y a de science-fiction ou pas, la question fondamentale, surtout pour un institut de myologie comme celui-là, pour ce que vous faites, c'est de savoir ce dont nous sommes fiers dans notre science. Franchement, vous et moi, ce qui vraiment nous rend fiers, c'est que
on soit capable de mobiliser toutes les ressources de la connaissance, de la technique, de la science, pour compenser ou réparer les inégalités de nature. Mon homme tronc aveugle, on en fait une personne déambulant et ayant à peu près retrouvé la capacité des autres. Le malade, on en fait une personne en bonne santé. On crée également des dispositifs de telle sorte que le petit chétif tout malingre ait à peu près autant de chance dans la vie que le gros costaud. C'est merveilleux quand même. Ce qu'il y a de fondamentalement nouveau et révoltant selon moi dans l'optique, dans ce que serait ce dessin du transhumanisme, c'est qu'il s'agirait d'une mobilisation des possibilités de la science et de la technique, non pas pour réparer les inégalités de nature, mais pour en créer de nouvelles. Pour créer des sortes de lignages, une nouvelle aristocratie en quelque sorte. Évidemment, un bouleversement dans ce dont nous étions fiers auparavant. Voilà, donc le temps imparti est à peu près terminé. Si je veux répondre à quelques-unes de vos questions, merci.